Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au pays de l'Ururois. Aujourd'hui, nous échangeons avec Karl van der Eycken à propos de la franc-maçonnerie, une vidéo d'instruction populaire. Origine et finalité de la franc-maçonnerie, un outil du mondialisme. À toi, Karl van der Eycken. Bonjour. Bon, je vais faire de mon mieux. Je vais vous parler un petit peu de la maçonnerie, ses racines et surtout sa finalité. Et je dois dire que la maçonnerie, qui a été fondée officiellement en 1717... Alors, Karl, excuse-moi, mais est-ce que tu peux te présenter, toi, d'abord, ton parcours? Tu es un ancien franc-maçon? Bien sûr. Karl van der Eycken, mon nom, déjà dit. Je suis un ancien maçon. J'ai dirigé des loges. J'étais donc vénérable maître. J'étais franc-maçon pendant une vingtaine d'années et ça fait maintenant une vingtaine d'années que j'ai quitté la maçonnerie. Donc, tu sais de quoi tu causes. Donc, je connais le sujet plus ou moins bien de l'intérieur et historiquement aussi maintenant aussi. Donc, je vais vous parler des racines et de la finalité de la maçonnerie. Alors, les racines et la fondation de la franc-maçonnerie s'inscrivent en fait dans une longue histoire de l'anticatholicisme. De L'anticatholicisme. catholicisme. Oui, parce que l'Occident, il y avait la chrétienté, Charlemagne, à l'époque des croisades de l'an 1000, il n'y avait que la catholicité. Après, il y a eu des petites idées qu'on appelle ça la gnose, des idées qui n'étaient pas anticatholiques et qui se sont infiltrées et qui se sont constituées tout au début dans quelques cercles de la noblesse. Si vous voulez en savoir plus de détails, regardez la vidéo sur YouTube intitulée Ubris, U-B-R-I-S. C'est venu, disons, avec les croisades, il y a eu des idées qui sont venues un peu de l'Orient. Il y a par exemple une hérésie, c'était les cathares qui ne voulaient plus faire d'enfants parce que c'était pas gentil de faire des enfants parce qu'ils étaient, c'était l'emprisonnement des âmes. Je ne veux pas m'étendre sur les cathares, mais il y avait aussi, cette doctrine était répandue aussi par les troubadours. Il y a eu la légende du Graal qui était inventée à cette époque. Bon, bref, quelques siècles plus tard, il y a eu le protestantisme. Et là, c'est ouvertement un mouvement pour se détacher du catholicisme. Et juste pour expliquer en deux mots en quoi ça consistait, essentiellement, c'est non simplement une doctrine très simplifiée et même, je dirais, judaïsée, mais c'est l'inversion des rapports. Ce sont les petits princes, ou en Angleterre la reine, qui sont devenus la chef de l'église protestante. Tandis que les hiérarchies originales étaient à l'inverse. Ce n'est pas le pape ou le Vatican qui dirige directement, mais disons que le roi avait toute liberté de diriger ou de gouverner à la condition que ce soit conforme aux principes chrétiens. Donc le protestantisme est déjà est un pas. L'Angleterre était protestant et il y avait des guerres de religion au XVIIe siècle, donc en 1600. Et en 1710, on a créé un club et qui s'appelle donc la franc-maçonnerie, qui est officiellement donc fondé en 1717. On peut en discuter s'il y a eu d'autres tentatives quelques années avant ou après. C'est sans importance, mais ce qui est curieux de constater, c'est que fondé en 1717, il n'y avait pas de constitution. Même n'importe quel club, même un club de tennis ou de billard, a ses constitutions. Et les constitutions de la maçonnerie sont venues en 1723, c'est-à-dire 6 années plus tard. Mais la maçonnerie s'est répandue, l'Angleterre avait là beaucoup de commerce dans le monde entier.
avec la Chine, avec l'Inde, même avec le Nouveau Monde, l'Amérique. La maçonnerie s'est répandue à une vitesse incroyable, à une époque où il n'y avait pas de téléphone, où il n'y avait pas de moyens de communication modernes. La maçonnerie est arrivée en France en 1725-26 aux alentours. Et, chose à signaler, pour la bonne cause, les premiers grands maîtres sur le continent en France étaient des catholiques. Catholiques entre guillemets parce que ce qui importait surtout avec la maçonnerie, qui qui n'y avait que 2 degrés, c'est de faire entrer les gens prééminents, c'est-à-dire que les gens qui dirigent ou qui sont à la tête du pays, c'est-à-dire donc la noblesse et accessoirement la grande bourgeoisie. Et donc la maçonnerie, puisque supranationaliste, parce que pas de nationalisme n'existe pas, était un moyen de rentrer aussi en contact ou de croiser n'importe qui d'un certain standard au sein des loges. Donc la maçonnerie était en Chine, est arrivée en Chine, est arrivée partout dans le monde. Et qu'est-ce que je peux dire avant Alors, la prétention de continuer, que la maçonnerie de 1717 descend des corporations, c'est-à-dire donc les bâtisseurs, les vrais ouvriers architectes avec le savoir, est un pur mensonge. Parce que il y a un livre de métier, c'est le Prévost de Boileau, c'est vers 1250-60, qui nous décrit les corporations de l'époque. Il y avait donc un apprenti, il y avait le valet, qui est appelé aussi le compagnon, et le maître. Et le maître était en fait celui qui possédait l'atelier. Il n'avait pas un savoir supérieur au compagnon. Et c'est pour ça qu'on trouve dans le compagnonnage, en fait, les 2 degrés. Le mot compagnonnage veut déjà dire. Alors maintenant, il y a toujours les compagnonnages qui existent en France, mais qui ont été très influencés par la maçonnerie, aussi par l'introduction du temple de Salomon, et aussi par l'ajout peut-être d'un compagnon fini ou pour arriver finalement à 3 degrés. Alors, excuse-moi, Karl, j'ai oui. juste une question. Comment ça s'articule en fait de la maçonnerie opérative, corporative, les boulangers, les bâtisseurs, les vitraux, etc. Donc une maçonnerie de métier, à la maçonnerie actuelle, la maçonnerie spéculative. Comment cette bascule s'est faite? Ça se fait la bascule se fait à la Révolution française, bien sûr, parce qu'avant tous les corps de métier avaient leur statut officiel, on ne pouvait pas devenir boulanger ou maçon ou peu importe, il fallait entrer, il fallait posséder, connaître le métier, il fallait faire son apprentissage. Et avec la Révolution anglaise qui avait déjà commencé en Angleterre, avant la Révolution française de 1789, la France devait donc se moderniser et se débarrasser de tous ces contraintes qui protégeaient les ouvriers et les métiers. Donc, l'ironie veut que ce soit justement un franc-maçon, d'ailleurs la loi porte son nom, c'est la loi de Chapelier qui interdit qui interdit en quelque sorte toute vie corporative et toute protection du métier. Et alors, les francs-maçons, finalement, ont récupéré la maçonnerie pour en faire la franc-maçonnerie, la maçonnerie spéculative. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? Ah, il y a déjà un mouvement beaucoup plus à l'ombre. On appelle ça le mouvement des Roche-Croix. Les Roche-Croix, tout au départ, ce n'était pas une véritable société. Les Roche-Croix avaient déjà promulgué en 1614 et pendant quelques années de suite des différents manifestes. Et ils annonçaient déjà à cette époque, donc vers dans les années 20 1600, la fin de
l'autel, la fin des autels et des trônes. C'est-à-dire déjà, c'est ce que finalement la Révolution française a réussi, c'est-à-dire c'est la fin de la royauté, c'était pas encore la fin de l'Église, mais quand même très 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 affaibli. Et il y avait en Angleterre une interdiction de réunion, parce qu'il y avait la guerre civile entre les protestants et les catholiques et d'autres, donc les réunions étaient interdites. Alors il y avait des Rose-Croix qui se réunissaient dans les tavernes. Et pour pouvoir le faire, ils faisaient ça pendant des réunions, avec des réunions. Comme couverture, ils prenaient des réunions donc, des francs-maçons, des bâtisseurs livrets à l'époque. Et finalement, ils ont détourné, par une petite infiltration et peut-être par une acceptation, parce qu'un des fondateurs de la maçonnerie moderne était un chapelier, parce que dans une loge maçonnique opérative, et ils ont commencé à élaborer la maçonnerie moderne et qui a un caractère tout à fait, disons, hermétique. C'est de l'hermétisme. Alors, qu'est-ce que c'est l'hermétisme? Oui, je reviens là-dessus. L'hermétisme, si tu veux que je m'étende là-dessus, Hermès, ça vient du grec, du dieu égyptien Thoth. Thoth, c'était l'esquisse, c'était celui qui, comment dire, le secrétaire de Dieu. Alors, cette doctrine égyptienne est partie en Grèce, et où Stobé, je crois que c'est Stobé, qui a, dans cette histoire, a mis beaucoup de dieux et des choses philosophiques, etc., grecques. Tout ça se repartit en Alexandrie au 3e, 4e siècle, où s'est constitué ce qu'on appelle le corpus hermeticum, c'est-à-dire les sciences hermétistes. Et ce sont des sciences c'est initiatique, c'est caché, c'est l'alchimie, par exemple, le sel, un produit actif, un produit passif, et le résultat ensemble, c'est un petit peu la base, pour le dire rapidement, donc de l'alchimie. On trouve l'infiltration, par exemple, de l'hermétisme déjà en 1300 chez Dante, et après le tapis avec l'unicorne très connu qui est au musée de Cluny à Paris, tout ça, c'est témoigne de l'hermétisme. Alors, merci pour ces explications de texte, c'est de l'instruction populaire. Quelle est la relation entre la franc-maçonnerie et la gnose? Et qu'est-ce que la gnose? La gnose, c'est une longue histoire, mais pour être très bref, ça veut dire gnose, ça veut dire connaissance. Et c'est la prétention que l'on puisse s'élever, peut même devenir Dieu lui-même, parce qu'il a en lui cette étincelle divine, et il arrive par la connaissance. C'est-à-dire, contrairement à la révélation, qui est extérieur à l'homme, qui est extérieur, sans grâce, où tu ne deviens rien. Là, la grâce, le mot grâce ne figure même pas dans leur vocabulaire, donc obligatoirement ils ne connaissent pas. Donc c'est une prétention de l'homme de pouvoir s'élever, que l'homme est le centre de tout. Et donc c'est là, c'est très orgueilleux quand même. Mais c'est-à-dire que l'homme, par son travail et sa recherche, Oui. Peut être à la hauteur des dieux. Voilà. C'est Prométhée, c'est lié à d'autres mythes. Je pense par exemple de Jacques Attali qui a dit que Dieu n'avait pas achevé le monde et qu'il appartenait au peuple juif d'achever le monde. Donc ça c'est de la gnose. Ça c'est de la gnose, oui, et c'est même la gnose spéciale, donc on lui dit que c'est... Oui. D'accord. Quel est le rapport avec le noachisme et qu'est-ce que le noachisme? L'institution de la maçonnerie est une institution vivante parce que j'ai dit tout à l'heure que tout avait commencé avec 2 degrés. Actuellement, il y a plusieurs systèmes, dont le système le plus répandu, c'est le système
et que ce ancien est accepté en 33 degrés. Donc il y a une évolution dans les choses. Le troisième degré, par exemple, est apparu en 1725-26 par là, et après, justement, le noachisme dont je vais parler maintenant, il y a donc tous les hauts grades qui se sont formés. Tout commence en 1736-37, donc nous sommes 20 ans plus tard après la fondation, avec un certain chevalier de Ramsay. Même les historiens ne sont pas d'accord à propos de ses origines, s'il était un protestant anglican, ou s'il était fils d'un boulanger, ou s'il était vraiment de la noblesse. Peu importe, il arrive en maçonnerie en 30 000. Il a prononcé 2 discours en 1736 et 37. Ces 2 années, non, il en a prononcé plusieurs. Et tout ça a changé considérablement la maçonnerie. Il dit, par exemple, il fait remonter la maçonnerie à Noé. Noé donc, ce qui a sauvé l'humanité avec la barque. Et il dit donc, Noé doit être regardé comme l'inventeur ou l'architecture de toute science navale, et aussi comme, il dit juste, comme le grand maître de notre ordre. Et donc tout a été transmis par les Égyptiens, et finalement c'est revenu, et ça a été donc sauvé par les initiés qui ont véhiculé, sauvegardé, qui ont préservé sur le dépôt initiatique de Noé. Voilà. Et la franc-maçonnerie, dit-il, est bien la résurrection de la religion noachique, celle du patriarche Noé. Cette religion antérieure à tout dogme et qui permet de dépasser les différences et les oppositions de confession. Et donc, l'année en 1738, officielle dans les constitutions, article numéro 1, tout maçon est un noachi. Alors, qu'est-ce que noachi? Si vous devez chercher vraiment la réponse, c'est donc, je résume, mais dans l'histoire de l'humanité, précise, sur 400 pages. Montre bien la couverture, s'il te plaît. Oui. Alors, Eli Bena Moseg, Israël et l'humanité. Oui. D'accord. Bon, et donc ça, c'est du noachisme. Ça nous explique le noachisme. Oui, et je résume vraiment l'ensemble. Le noachisme, c'est la reconnaissance que l'humanité doit faire à la vérité doctrinale d'Israël, tout en gardant la pratique autonome et sa liberté. Bon, évidemment, être simultanément soumis et libre n'est pas possible. Hein. Bon. Donc, tu es en train de nous dire en fait que le projet de la franc-maçonnerie, y compris actuellement, c'est le noachisme. C'est le noachisme, c'est du mondialisme. La maçonnerie a toujours été, et encore, c'est supranationaliste. Et alors, un franc-maçon actuellement qui va rentrer en franc-maçonnerie peut-être pour sa carrière, etc., il est par la constitution des francs-maçons d'office dans une structure noachique et il va servir un projet noachique. Oui, oui, mais moi j'ai fréquenté la maçonnerie, je connais des maçons qui connaissaient très bien la maison, qui étaient même très hautement placés. Le noachisme n'a jamais été, à ma connaissance, jamais été abordé, et je pense plutôt que 99% des francs-maçons ignorent totalement sa signification. Ça serait intéressant qu'on revienne sur le noachisme, sur une vidéo particulière. Y a d'autres, la vidéo doit être assez courte, il y a d'autres concepts, le franquisme par exemple. Ah, ça c'est autre. Donc ça c'est, là on entre dans le messianisme judaïque. Et quel est son rapport? Qu'est-ce que c'est? Et quel est son rapport avec la franc-maçonnerie? Bon, le judaïsme, longue histoire, je parle du judaïsme, donc talmudisme et Kabbale. Donc je ne parle pas de l'Ancien Testament, mais disons depuis la destruction du Second Temple,
Il y a eu le Talmud de Babylone, il y a le Talmud de Jérusalem, et puis et le Kabbale est apparu officiellement en 1200 par là, mais bien sûr, il faut trouver les racines bien un peu avant. Et il y a, bon, les kabbalistes par exemple le développaient au début, avant. Surtout, c'est un commentaire de la Genèse. Et tout ça a changé finalement, c'est devenu une sorte de messianisme, puisque le peuple hébraïque avait été destiné à, à donner naissance au Messie. En fait, on a transféré les choses, la situation, au lieu d'attendre un seul Messie, c'est le peuple entier qui est devenu messianique. Ça, c'est quand même une conséquence du messianisme. Donc le messianisme a beaucoup changé. Alors, le messianisme a changé surtout en 1550 par un rabbin qui s'appelle Luria et qui, pour faire bref, simple, c'est-à-dire que la dispersion du peuple juif était liée à une mystique, une création qui n'était pas tout à fait achevée. C'est-à-dire que les âmes des pauvres juifs étaient prisonniers des coquilles. Donc il fallait libérer tout le peuple juif, il fallait donc briser les coquilles pour que les âmes, en fait, puissent échapper. Et ça, c'est donc messianique, mais avec Jacob Frank, ça, avec lui, on va trouver l'application. Mais donc là, avec Luria, le rabbin Luria, nous sommes vers 1550, en 1650, 48 pour être précis, curieusement à la fin de la guerre de la traité de Westphalie, il y a Sabbatai Tzvi qui se proclame le Messie du peuple juif. Et ça prend un peu. Il est bien assisté, il y a quelqu'un qui est avec lui comme son impresario, et ça se répand. Et ça se répand, excuse-moi. Ça se répand, c'est-à-dire qu'il ça vient d'où? C'est de quel empire? Dans quel royaume? Il est en Thessalonie, donc c'est la Grèce, est occupée par les Ottomans à l'époque, comme tout le Balkan. Et donc il va voir le sultan, suivi de beaucoup de juifs, de familles qui étaient avec lui. Et le sultan lui pose le dilemme où tu te convertis à l'islam ou tu perds ta tête. Donc il a préféré garder sa tête, donc il se convertit et tous les autres ils se sont convertis faussement à l'islam. C'est-à-dire que le jour ils étaient des musulmans, et la nuit, ils étaient juifs. Et ce qui a donné beaucoup plus tard naissance aux jeunes Turcs, c'est-à-dire ce qui a précédé à la laïcisation de la Turquie avec Atatürk, et aussi, surtout, les Dolmens. Les Dolmens qui ont été curieusement créés le 14 juillet 1889. Donc, ils ont la mémoire un siècle plus tard. Les Dolmens. Dolmens, D-O-L-M-E-H, me semble-t-il. Alors c'est une organisation, c'est quoi? Les Dolmens, c'était des gens politiques, des jeunes turcs. On tape Dolmens sur Internet, on va trouver. Et bon, Jacob Frank, ah oui, ce que je voulais ajouter, Sabbatai Tzvi, donc, qui s'est faussement converti, n'a pas du tout perdu en crédibilité. Au contraire, parce qu'il s'est sacrifié, on le dit ça, c'est pas le terme sacrifié, mais finalement c'est sa victoire. Et ça s'est développé beaucoup, et même s'est traversé sa doctrine, le sabbatisme, si on le préfère, a traversé toute l'Europe, Amsterdam, Londres. À Londres, avant la création de la franc-maçonnerie, il y avait le Royal Society créé en 1650 par là, et où il y avait déjà aussi des sabbatistes. Donc les sabbatistes, ces idées bizarres judaïques ont joué un rôle, et ce qui peut expliquer, par ligne directe, la présence ou
le discours de Ramsay beaucoup plus tard qui tombe quand même à pic parce qu'on ne peut pas expliquer comment quelqu'un arrive sauvagement, il a fait 2 années, il fait partie de la maçonnerie seulement pendant 2 ans, et qu'il a eu à prononcer un discours déterminant pour la maçonnerie. Donc, oui, chaque chose a son temps. Il y a un lien. Et il y a Jacob Frank, ça c'est beaucoup, ça nous concerne beaucoup plus la maçonnerie aussi directement. Jacob Frank, aux alentours, je ne sais plus sur les dates, 1750. Il se dit être la réincarnation de Sabbatai Tzvi. Alors, réincarnation, il ne faut pas prendre ça non plus à la lettre, hein, mais c'est-à-dire que l'incarnation du même idée, du même principe. Et lui, il va se convertir au catholicisme avec quelques dizaines de milliers de juifs. Et ils vont changer, généalogiquement, ils vont changer de nom. Et beaucoup vont surtout trouver une place dans la noblesse européenne, partout. Et à partir de 1750, on va apparaître dans la maçonnerie les hauts grades, et qui sont chevaleresques, qui viennent donc de la noblesse quelque part, où c'est-à-dire, ça a été réécrit certainement, mais il y avait des trucs. Et il y a une sorte de mélange aussi de franquisme là-dedans. Et le franquisme, sont beaucoup plus expressifs encore que Luria. Jacob Frank dit moi je suis le rédempteur, moi je suis le plus grand, mais pour nous libérer, pour que le véritable Messie puisse venir, il faut détruire tout ce qui constitue un obstacle. C'est-à-dire, catholicisme évidemment, mais tout l'ordre social. Et ça, c'est le franquisme. Voilà. Mais ce n'est pas, même si je trouve des traces du franquisme, du sabbatisme, dans la maçonnerie, ce n'est pas du tout aussi explicite. Les maçons ignorent l'origine de la maçonnerie et ils ignorent la finalité de la maçonnerie. Qui est le noachisme, hein, c'est ça? Qui est le noachisme, oui, parce que tout le monde est un bon noachiste. C'est du mondialisme d'une manière certainement mystique et religieuse. Et alors, toi, comment... Donc là, on passe à la troisième partie, histoire du développement et de l'organisation de la franc-maçonnerie en France et dans les autres pays. Toutes les références égyptiennes et hébraïques dans les temples maçons, etc., ça vient de là? Non, parce qu'en 1700, oui, la maçonnerie a démarré avec le temple de Salomon. Alors, je veux dire, déjà, c'est pas catholique. Je veux dire qu'il y a l'Ancien Testament, il y a les 2 temples, et le catholicisme n'est pas ce temple. Je veux dire que on est passé à autre chose. Je veux dire qu'on est passé, disons, de certain apprentissage à la pratique. Je veux dire que le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance accomplit l'Ancienne. Donc il n'y avait aucune raison pour un catholique de retourner au temple de Salomon, voire au second temple, parce que c'était une histoire terminée. Mais alors, comment tu peux expliquer, toi, tu as été t'as été franc-maçon, etc., mais toute l'influence égyptienne, hébraïque, dans les rites, etc., les costumes. Ça, c'est sûrement apparu à cause du sabbatisme et le franquisme. Surtout les franquistes, pour les sabbatistes, je ne l'ignore, mais je suppose que ce soit la même chose. Les franquistes, ils détestent les talmudistes et qui détestent eux-mêmes la sortie de l'Égypte, l'Exode. Et donc, ils sont même anti-juifs. Ils détestent les juifs, les autres. C'est-à-dire que les orthodoxes et plein d'autres. Donc, il y a beaucoup de querelles entre eux. Et Jacob Frank, c'est pour ça, il insiste, ou les franquistes insistent sur l'Égypte. Donc, c'est-à-dire quand c'est le Pâques juif, ils se revêtissent en
en vêtements égyptiens pour éviter de fêter donc Pâques juif. Et, tu vois, il existe une photo, je prends un exemple, Aleister Crowley, qui est un sataniste connu. Oh, il existe une photo de lui tout à fait en tenue égyptienne. D'accord. Et donc lui, Crowley, était sataniste et franquiste? Influencé, oui. D'accord. Influencé, absolument, incontestablement. Parlons de l'organisation passée, avec les différents grades, mais actuelle de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie en France, combien de divisions? Comment ça se passe dans les autres pays? Est-ce qu'il y a des pays qui sont euh, plus ou moins, on va pas dire infiltrés, mais encadrés par la franc-maçonnerie? Est-ce qu'il y a des pays qui sont en dehors de la franc-maçonnerie? Euh, Comment ça se passe à l'heure actuelle? L'organisation entre les loges, les obédiences, qu'est-ce que ça veut dire avec les grades? La proto ou d'autres formes de maçonnerie qui existent en parallèle, qui sont moins connues. Est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus? Bon, si tu me permets, je veux juste revenir un peu en arrière au XVIIIe siècle, donc l'introduction de la maçonnerie en France vers 1725 jusqu'à la Révolution. Il y a eu des francs-maçons qui ont travaillé pour la Révolution, qui étaient par exemple dans la loge des Neuf Sœurs, il y avait les Amis Réunis, il y avait les Philalettes, mais la grande majorité n'était pas du tout dans le coup. Mais comment se fait-il que la Révolution a pu avoir lieu? C'est parce que la maçonnerie avait changé la mentalité, l'état d'esprit. Et pas du peuple qui n'en faisait pas partie. Les paysans ils faisaient toujours cultiver ses salades. Ça se joue à un autre niveau. Le peuple n'était pas non plus jamais consulté pour gouverner. Il n'y avait pas de pseudo-démocratie comme de nos jours. Il n'y avait pas de référendum comme en 2005? Voilà, par exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe? La maçonnerie a surtout véhiculé, c'est presque talmudique, l'indifférence. Il n'existe pas de vérité. C'est du naturalisme, il n'y a plus de révélation. Il y a. Oui, ça crée l'indifférence un petit peu. Ça rend déjà, on devient moderniste avant l'heure. Et quand la révolution a éclaté, les esprits étaient prêts. C'est-à-dire Sauf quelques-uns qu'on appelle les contre-révolutionnaires, même c'est rare. Mais alors, qu'est-ce que tu entends par ces notions qui ont préparé la Révolution? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bien, de beau, de vrai, tout est relatif en fonction du point de vue? Disons que la noblesse était devenue un peu molle. Décadente? Oui, décadente, c'est tout à fait. Ça a déjà bien commencé avant la maçonnerie en France, déjà à l'époque de Louis XIV. C'est déjà la décadence et loin du peuple, à Versailles. C'est une longue histoire, mais. Alors, on va retrouver des francs-maçons célèbres. Louise Michel, la commune de Paris, était Oui, franc-maçonne. par exemple, oui, oui. La franc-maçonnerie a évolué aussi. Oui, bien sûr. Oui, donc, après la Révolution, il y avait, disons plutôt, après la Révolution, il y avait déjà beaucoup de nobles qui étaient partis à l'étranger, qui s'étaient enfuis. Quand ils sont revenus, souvent leurs terres et leurs biens avaient été confisqués, au moins partiellement. Cette noblesse ne joue plus de rôle, sauf peut-être quelques nobles qui s'étaient convertis au libéralisme, qui étaient devenus républicains. Mais après la Révolution, 19e siècle, c'est l'industrie. On a besoin de créer des sous-êtres, c'est-à-dire des prolétaires, pour devenir la prolongation des machines, pour tenir la cadence. En fait, 19e siècle, c'est le siècle de finance. Déjà, il y a la Banque de France qui a été fondée. Il y a donc de l'industrie,
Et donc, il y a un petit glissement, c'est de plus en plus donc la bourgeoisie qui va fréquenter la maçonnerie. Et c'est seulement et la Troisième République, 1870, il y avait quasiment tous les députés étaient maçons. Et tout le monde était républicain, évidemment. Et peut-être que, surtout après la Première Guerre mondiale, que tout a commencé à basculer, parce que ça a amené beaucoup de changements. La femme a commencé à travailler, on a commencé à payer des impôts, beaucoup plus qu'avant. Bon, bref, c'est un grand basculement. Et maintenant, mais comment est-ce que ça s'appelle comment ça s'appelle l'ex-ministre marocaine qui Belkacem Najat? Ouais, voilà, qui parle de la maçonnerie et qui faisait en sorte que les jeunes étudiants s'y intéressaient. C'est-à-dire que maintenant on fait quasiment le trottoir pour remplir les loges. Donc évidemment il y a une évolution. Et donc là, tu es en train de nous dire que les splendeurs passées de la... Possible, mais la fonction était remplie. Je veux dire que... Alors, quelle était cette fonction? Mais changer les esprits, en finir avec le catholicisme, en finir avec le roi. Parce que la France était quand même... Parce que quand la France est tombée en 1789, la France a même servi la cause satanique. Que tous les pays qui étaient encore catholiques, l'Espagne, l'Italie et surtout l'Autriche, ont été envahis par Napoléon, qui a fait le boulot de la Révolution. Napoléon était franc-maçon? Oui, absolument. Et même s'il n'aurait pas été, il a fait le boulot des francs-maçons. Il a nivellé l'Europe. Dans un projet mondialiste, supranational? Oui, même si le terme n'était pas employé, mais oui. Libéral? Bien sûr, libéral, oui. Même si pour les historiens de l'époque du libéralisme, c'est Louis-Philippe, mais bien sûr, c'est du libéralisme déjà. En fait, le libéralisme, ça remonte jusqu'au calvinisme. Donc pour toi, la franc-maçonnerie a été l'outil spirituel, conceptuel, intellectuel pour préparer un projet très libéral? Ouais, voilà, pour dissoudre les esprits, les occuper. Et donc là, les francs-maçons devraient être contents puisque... C'est fait. Donc finalement, mais la maçonnerie a peut-être une autre utilité de nos jours, l'utilité de paratonnerre. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose, on peut le mettre sur le dos du franc-maçon. Et peut-être que les véritables auteurs se trouvent ailleurs. Alors là, est-ce que tu vas nous parler de la para-franc-maçonnerie? Oui, bon, la maçonnerie, évidemment, pour tenir ses troupes, c'est difficile, pour n'importe quelle, pour toute société. C'est un petit peu comme la France politique, il y a différents groupements détachés. La maçonnerie, donc il y a différentes branches qui se sont constituées, et donc par rivalité ou par autre chose, toutes les branches ne sont pas reconnues, donc sont considérées comme sauvages. Et quand c'est sauvage, ça s'est développé indépendamment, et on appelle ça la maçonnerie paramaçonnique ou la maçonnerie parallèle. Donc ça fait partie des rivalités internes. Mais en fait, toute maçonnerie descend de 1717 de la loge mère de l'Angleterre, de Londres. Donc, alors ça c'est l'origine, et finalement, en ce qui concerne la finalité, je pense qu'il se trouve aussi parce que personne n'est antimondialiste là-dedans. Et alors, explique-nous comment c'est organisé, les loges, les obédiences, et à l'intérieur des loges, comment ça monte au niveau des grades, etc. Et puis, si tu peux nous parler du 33e degré. Il y avait au départ deux degrés, ce qui était justifié parce que ça existe aussi dans les corporations. Mais même s'il n'y avait aucun rapport avec. Il y a un procès verbal. En France, il y avait, dans un compagnonnage, il y a un procès verbal. Ça existe. Les gens se réunissaient, les vrais, les
incorporation autour d'un petit linceul, un petit bougie, machin. C'était chrétien, mais c'était peut-être pas très orthodoxe au sens étymologique, mais c'était catholique. Dans la maçonnerie dont nous parlons, de 1717, tout est devenu hermétisme. C'est-à-dire que l'initiation commence, c'est ça où tout commence, l'initiation commence par la descente aux enfers. Explique-nous. C'est la première étape. Toi, tu l'as vécu parce que tu étais jusqu'au 14e Non, niveau. mais ça, c'est le début. N'importe quel maçon est initié, ça commence par la descente aux enfers. Même avant, le soir, on rentre dans un cabinet de réflexion, c'est là où on doit rédiger son testament. Le testament parce qu'on va mourir en tant que profane et renaître en tant que franc-maçon. En tant qu'homme, c'est ça? Puis les autres, c'est des citoyens? Franc-maçon. Ben oui, parce que c'est-à-dire que oui, il y a les élus et il y a les non-élus. C'est une vieille histoire. Et attends, donc les francs-maçons se considèrent comme des élus? Oui, il y a même beaucoup de degrés qui s'intitulent élus de machin, élus de ceci et de cela. Oui. Et donc, et dans ce cabinet, on appelle ça le cabinet de réflexion, où le maçon se trouve tout seul et il doit rédiger son testament, qui sera après brûlé, peu importe. Et donc, il n'y a que des symboles hermétiques. Il y a un crâne, il y a des ossements, il y a du sel, il y a le mercure, de tête, il y a le coq, bien sûr. Pourquoi le coq? Le coq, c'est Hermès en grec, c'est le mercure, coq, c'est pas seulement qui annonce le soleil. C'est Hermès, oui, bon, peu importe, mais tout est hermétique. Après, on le met en tenue spéciale parce qu'il va entamer il va commencer son initiation, qui commence donc par une descente aux enfers. Et donc, une fois plus bas, parce que le candidat a les yeux bandés, ne voit strictement rien. Donc, tout est c'est une simulation. Il marche à un moment donné sur une planche à bascule, donc il faut s'imaginer, on monte un petit peu, on arrive au milieu, ça bascule, ça représente donc le changement de direction. Après, il y a les purifications par l'eau, air et le feu. Donc, voilà, pour purifier. Donc, tout est hermétique. C'est pas catholique, c'est de l'hermétisme. Et après, donc, il est initié. Il rentre dans le temple, parce que là, le temple, il rentre pour la première fois. Après l'initiation, il rentre dans le temple, où le vénérable maître lui communique les attouchements, les mots sacrés, et il va prendre place sous les colonnes des apprentis. Et après, il y a donc, pour répondre à la question, il y a le second degré, et qu'on est placé sur l'autre colonne, l'hémisphère sud, l'hémisphère nord, parce que l'orientation joue un rôle très important en maçonnerie. Et le troisième degré, c'est considéré comme la moelle ou la synthèse de la maçonnerie, parce que en fait, on va revivre, mais d'une manière, à la condition de comprendre ce qui se passe, c'est plutôt rare. Parce que passer au troisième degré, on appelle ça l'élévation au grade de maître. Et ça se passe dans la chambre du milieu, et la chambre du milieu est uniquement éclairée de l'intérieur. Et en dehors, il n'y a que les ténèbres extérieures. Alors, s'il n'y a que la lumière de l'intérieur, je veux dire qu'on ne peut pas être plus explicite que l'ombre soit au centre de tout. C'est comme Lucifer au centre de la terre chez Dante. Lucifer, ce flambeau, l'ange de lumière qui est tombé au plus bas, là aussi, on est vraiment au centre, donc l'homme est le centre de tout. Et ça, c'est donc le troisième degré. Après, bon, il y a des degrés du quatrième jusqu'au 12e qui vont expliciter le drame, on appelle ça le drame, parce que l'architecte a été assassiné au troisième degré, parce qu'il y a toute une légende, toute une instruction. Et donc ça serait développé dans le 4e, 5e, 6e, 8e, 9e.
Et après, il y a encore des degrés qui s'appellent, oui, le grand architecte, me semble-t-il, où le maçon doit tracer avec un compas un cercle, et celui qui constitue, celui qui l'encore, qui est au centre. Après, il y a une autre série de degrés qui passe du... il faut dire qu'on passe directement de quatrième, on s'y arrête. Après, quand il y a une augmentation, on va du 4 au 12e et tous les degrés intermédiaires sont communiqués. Donc, ne sont pas vraiment mis en scène. Il n'y a pas de mise en scène. Du 12e au 14e, c'est pareil. Après, on a une autre classe du 14e au 18e. Donc, du 14e au 18e, on y va en seul coup. Et le 18e, je vais juste m'y arrêter là, c'est actuellement le degré de chevalier Rochefroy. Donc, c'est un rappel des origines et qui a aussi une tendance assez alchimique, même, beaucoup même. Et ce degré était le sommet pendant très longtemps de la maçonnerie. Après, toute institution, ça a évolué. Maintenant, il y a 33 degrés. Et du 18e, après, on va au 30. Et le 30, c'est là où on en finit avec le pape, on en finit avec l'autel et aussi avec les trônes. Parce que là, on est dans la scène du chevalier du temple, c'est la vengeance. C'est la vengeance parce que Jacques de Molay a été brûlé ici, sur l'île de la Cité. Et là, il y a donc la vengeance symbolique, bien sûr, symbolique, mais bon, ça c'est le 30e degré. Après, on a 31, 32 et 33, ce sont des degrés séparés. Et quant au 33e, il y a le suprême conseil qui a l'autorité, qui gouverne l'ensemble, donc, disons, de la maçonnerie, et qui est constitué de 33 membres 33e degré. Donc, pour donner un exemple fictif, s'il y a 133e degré, il n'y a parmi eux que 33 personnes qui font partie du Suprême Conseil. D'accord, mais ce suprême conseil Oui. gère la fédération des obédiences ou des loges, c'est ça? Non, Suprême Conseil de France, non. Il y a des rivalités aussi. Donc, Suprême Conseil, par exemple, la Grande Loge de France, c'est pas la Grande Loge, mais c'est le Suprême Conseil, coiffe en quelque sorte la Grande Loge de France. Maintenant, il y a un type qui est parti avec les patentes, parce que ça marche avec les patentes. Quand il n'a pas la patente, il ne peut pas le faire. Une patente, c'est donc l'autorisation, le diplôme d'être autorisé de fonder une loge ou de donner un titre quelque part. Il y en a qui sont partis un petit peu, et donc il y a plusieurs suprêmes conseils avec une certaine rivalité et une non-reconnaissance. Bon, ça c'est une petite histoire de boutique, ça change rien. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui chapeaute ces différentes boutiques, comme tu dis? Ah, on peut officiellement, non, on peut le supposer, parce que, comment on peut le supposer, parce que même, il faut, comment dire, pour garder un peu d'ordre dans l'ensemble. Donc il se peut très bien que qu'il y a des passerelles, que la maçonnerie est gouvernée quand même par autre chose que par les maçons célèbres et connus. René Guénon, c'est un franc-maçon, on appelle appeler un grand initié, et qui connaissait vraiment beaucoup du dessous. Il avait déjà dit expressément que, à propos de Napoléon III, qui croyait, qui voulait réunir toutes les obédiences ensemble, il avait dit textuellement que Napoléon n'avait pas compris que la maçonnerie n'était qu'un le vêtement d'autre chose qu'on lui. Que lui connaissait. Donc, oui, il y a autre chose qui est derrière. Alors c'est quoi? On appelle ça les supérieurs inconnus.
c'est le titre qui a été donné en Allemagne, parce que tout n'est pas venu de l'Angleterre, c'est seulement les trois premiers, les deux degrés. Le troisième, je ne sais même pas l'origine, probablement qu'on a vu apparaître en Angleterre. L'origine, je l'ignore, mais il y a beaucoup, beaucoup de degrés qui sont venus de l'Allemagne. De l'Allemagne. Donc, par exemple, il y a le 20 ou le 21 degrés qui s'appelle le chevalier Noachi, qui n'est pas pratiqué, mais communiqué. Mais toute cette histoire se passe en Prusse. Donc pas en Angleterre. Merci pour toutes ces informations, ce partage d'expériences, de connaissances, dans cette vidéo Comprendre la maçonnerie. C'est une histoire vaste, très vaste. Je ne sais pas si c'était compréhensible, mais en 3 mots, pour faire une esquisse, voilà. Merci beaucoup, citoyen. Force et Si honneur. vous voulez en savoir plus, tiens, pour ceux qui sont intéressés, éventuellement un peu, Bah, bien sûr, bien sûr. Jacob Frank et Alors, le sabbatiste. Alors, Jacob Frank, Le Faux Messie, aux éditions L'Harmattan, Déviance de la Kabbale ou Théorie du complot. Donc, on parlait tout à l'heure du franquisme. Oui, c'est le sabbatisme inclus donc aussi. Siècle, donc, très bien, 18e siècle. Le siècle Donc, des ténèbres. Alors, c'est oui. pas le siècle des Lumières, c'est le siècle Oui. des ténèbres, là. Oui. Vers la révolution maçonnique en Oui. France. Oui. La conspiration des philosophes, édition Décime. Voilà. Sinon, si vous voulez connaître la gnose, non seulement la gnose Alain Pascal, mais aussi Étienne Couvert. Alors, attends. Étienne Couvert, et t'as les doigts dessus. Édition de Chir, Visage et masque de la gnose. Voilà. Très bien. Et maintenant, le grand projet pour le bien de l'humanité. Donc ça, c'est le projet Noachik. Oui, Voilà. Officiellement. officiellement, oui. Alors, il y a peut-être des élus, il y en a peut-être qui... Oui. Voilà. Elie Benamozeg, Israël et l'humanité, aux éditions Albin Michel, Présence du judaïsme. Merci, citoyens. Merci à vous et courage et On ne lâche rien. on lâche rien. À vous. Allez, à vous.